Donc, bonjour à tous. Je commence tout d'abord par remercier mon ami Dr Amine Msedi ainsi que mes amis urologues et le bureau donc, du collège de m'avoir associé à cet enseignement. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui du bilan métabolique des lithiases urinaires et le suivi. Et je commence par cette introduction classique. Certainement, on vous a dit mille et une fois que c'est une pathologie fréquente, sa prévalence ne cesse d'augmenter. Et au fait, avec un risque de récidive, comme vous le savez, très important, de 50% dans les 5 à 10 ans. Et en fait, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a une diversité importante en ce qui concerne la pathogénie, les facteurs de risque, l'évolution et le traitement. Et en fait, plusieurs facteurs favorisants pour les individus d'ordre génétique, métabolique, environnemental. Mais ce qui est important, beaucoup plus important à savoir, c'est que ce que j'appelle entre guillemets, ce n'est pas vraiment une maladie urologique localisée, c'est pas ce concept-là, mais plutôt ça devient une pathologie aussi médicale, chronique, qui nécessite une surveillance et une prise en charge au long cours, une maladie, entre guillemets, on peut dire même systémique, puisqu'elle est aussi associée à un risque cardiovasculaire important, à une HTA, l'ostéoporose chez les patients qui ont une hypercalciurie chronique, et bien sûr, comme vous le savez, elle peut être responsable de maladies rénales chroniques et d'insuffisance rénale chronique terminale nécessitant donc la prise en charge en dialyse. En fait, le bilan d'un patient lithiasique, il n'y a pas que le bilan métabolique, je vais le dire par la suite, je vais parler uniquement du bilan métabolique, mais quand même j'insiste sur l'intérêt du bilan clinique, c'est-à-dire l'interrogatoire, l'examen clinique, puisque ça peut rentrer dans le cadre d'une maladie générale, une maladie de système ou bien une endocrinopathie. L'intérêt du bilan radiologique, là je ne vous apprends rien, l'importance de l'imagerie pour la nature du calcul, sa densité, la recherche de pathologies urologiques sous-jacentes qui peuvent favoriser. Et le bilan métabolique, bien sûr, il est d'une importance capitale puisqu'il nous renseigne sur la nature du calcul, s'il y a une cause, que ce soit diététique, environnementale ou bien secondaire. Et ça permet non seulement donc de connaître l'étiologie, d'identifier l'étiologie, mais également d'évaluer le risque de récidive. Comme vous le savez, une maladie métabolique, c'est des patients à haut risque de récidive, et bien sûr de guider par la suite la thérapeutique médicale. En fait, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais donc passer par deux vignettes. Cette femme de 52 ans qui arrive aux urgences pour une crise de colique néphrétique. Un tableau, j'imagine, que vous rencontrez, c'est votre pain quotidien. Et sur le scan, elle a un calcul de 4 mm au niveau du méa urétéral gauche, traitement médical, et tout rentre dans l'ordre. Deuxième cas de figure, c'est un homme de 47 ans, hypertendu depuis 8 ans, qui a été traité pour 5 épisodes de lithiase rénale par des séances de LEC. Et il arrive aux urgences pour asthénie, altération de l'état général, des épigastralgies, une constipation, des nausées. L'examen clinique est pauvre à part un état de déshydratation. Et à la biologie, comme vous le voyez, donc il a des anomalies biologiques. Hospitalisé en cardio pour un aspect de QT court et de sous-décalage de ST. Les explorations ont éliminé, donc ça c'est pour vous dire que parfois le parcours un peu disant du patient pour cette ECG donc pathologique, il a été hospitalisé en cardio, transféré par la suite pour cette insuffisance rénale d'allure fonctionnelle. Donc moi, au fait, ma question est-ce que, au fait, pour quel patient vous demandez un bilan métabolique? Pour le premier ou pour le deuxième? Pour les deux. Donc justement, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Faut-il faire un bilan métabolique? Pour quel patient? Quel bilan? Et le suivi. En fait, le bilan métabolique, certainement, il y a un bilan de première intention qu'on fait pour tout patient, même si c'est un seul épisode, parce que même si c'est un seul épisode, quelque chose qui paraît banal, mais ça peut quand même cacher des anomalies diététiques et sur lesquelles on peut agir et on peut donc éviter la récidive, puisque le but, ce n'est pas juste traiter un seul épisode et traiter de calcul, mais c'est aussi de prévenir les récidives. Deuxième cas de figure, donc c'est le bilan approfondi, plus complexe, plus donc détaillé, qui dépendra de la cause. Et donc, pour quel patient vous allez demander un bilan approfondi? Donc l'âge précoce, bien sûr,
quand on a un âge de début des calculs précoce chez l'enfant et chez aussi l'adulte jeune, quand il y a bien sûr une histoire familiale chargée de maladies lithiasiques, une consanguinité parentale avec une histoire de maladie lithiasique, une maladie lithiasique active, donc des calculs bilatéraux, multiples, récidivants. Donc ça doit inciter à réaliser non pas un bilan de première intention, mais un bilan assez approfondi. Une néphrocalcinose, c'est clair, ça cache certainement une maladie soit métabolique, soit par exemple un rat en éponge. Donc il y a plusieurs étiologies à ça. L'atteinte tubulaire, donc quand vous avez par exemple un tableau que ce soit de lithiase récidivant avec un retard de croissance, un syndrome polyuropolysupsique, une atteinte osseuse, rachitisme par exemple, rachitisme, cela témoigne donc peut-être une hypercalciurie, une hypophosphorémie. Donc ça rentre dans les signes d'une atteinte tubulaire rénale et bien sûr des signes biologiques tels que une hypomagnésémie, une hypercalciurie, une hypocalémie. Donc tout ça, ça nous oriente vers une atteinte tubulaire. Des signes extra-rénaux, par exemple, quand on a une néphrocalcinose, par exemple, j'ai un patient à la consultation qui est arrivé pour une néphrocalcinose et dans les signes extra-rénaux était une cataracte, donc ça oriente par exemple vers une maladie de Dante, donc des signes neurologiques, un retard de croissance, une surdité. Donc une surdité, par exemple, on a la maladie de Barter, une tubulopathie qui peut donc s'accompagner de néphrocalcinose avec une atteinte ORL. Donc c'est très important de demander un bilan approfondi quand on a une maladie lithiasique avec ces signes, disons, extra-rénaux. Et puis, donc parfois plutôt c'est le calcul lui-même donc, qui a été analysé dans la composition nous incite à donc pousser plus les investigations. Par exemple, quand on trouve un calcul de cystine, donc à l'analyse du calcul, c'est clair, on va demander un bilan approfondi afin donc de confirmer le diagnostic. Donc, quand est-ce qu'on le réalise? J'imagine, vous savez très bien. Donc, au moins 4 semaines après un traitement ou l'émission spontanée d'un calcul, à distance d'un épisode obstructif, il n'y a pas d'infection urinaire et bien sûr, certainement chez un patient à domicile, donc n'est pas hospitalisé pour avoir donc les mêmes conditions, les mêmes habitudes alimentaires, que ce soit en matière de boisson ou d'habitudes donc alimentaires. 2 collectes d'urine de 24 heures, donc il faut avoir disons prélèvements, mais à distance, non pas 2 jours consécutifs. Donc pour le bilan de première intention, quel bilan à réaliser? Donc au niveau sanguin, fonction rénale, calcémie, acide urique et glycémie. Sur les urines de 24 heures, pratique, donc c'est la même chose. Donc les 3 premières, c'est la même chose pour retenir plus facilement. Et on ajoute à ça l'urée et le sodium. Et je vais expliquer par la suite pourquoi. Sur les urines du matin, fraîches du matin, le pH, la densité, la cristallurie et le CBU. Donc, je reviens donc pour notre observation. Cette patiente dont donc, le calcul a été éliminé, en fait, l'interrogatoire et l'examen clinique étaient pauvres, hormis une obésité comme en témoigne l'IMC. Et là, je vous mets son bilan. Et en fait, on va essayer d'interpréter ensemble. Déjà, quelle anomalie vous pouvez constater sur la biologie. Donc je passe, en fait, si on essaie de raisonner, on regarde la calcémie, donc elle est normale. Et donc, bien sûr, quand on a une hypercalcémie, ça va nous orienter vers plusieurs pathologies, les sarcoïdoses, l'hyperpara. Donc, la calcémie, elle est normale. La calciurie, elle est importante. Là, vous voyez, par exemple, pour cette patiente, elle a 6,5 millimoles par 24 heures. Donc, c'est une valeur normale, puisque en général, c'est 1 millimole par 10 kg de poids. Donc, elle fait 85 kg, je pense. Voilà, donc elle devait être à 8,5. Donc, c'est inférieur. Donc, c'est dans les marges de la normale. Par contre, lorsqu'on regarde par litre, donc elle n'a pas d'hypercalciurie de débit, c'est-à-dire elle ne produit pas beaucoup de calcium. Par contre, par litre, c'est supérieur à 3,8. Donc, c'est une hypercalciurie de concentration. Donc, ça veut dire que sa diurèse, elle est très peu, ce qui confirme. Donc, déjà, elle a 1200 ml de diurèse. L'uricurie, 8 millimoles par 24 heures. Donc, c'est supérieur à 4 millimoles par 24 heures. Donc, cette dame, elle a une hyperuricurie de débit et aussi de concentration.
Et donc là, ça nous oriente vu le terrain. C'est vrai, c'est un seul épisode, mais obèse, etc. Ça peut donc dénoter d'apport alimentaire riche donc, en abats, en protéines, etc. L'urée urinaire, donc vous avez 710 millimoles par 24 heures. Il suffit de diviser par 5 pour trouver la quantité en grammes de protéines apportées par jour et par le poids pour voir donc si elle dépasse 1 gramme kilo par jour. Donc là, c'est clair qu'elle a un excès d'apport en protéines. La natriurése, elle est à 225 millimoles par 24 heures. Est-ce que c'est élevé ou c'est... Donc, il suffit de diviser par 17, qui est le poids molaire du NaCl, et vous allez avoir 13 grammes donc, de sodium, donc pratiquement 13,5. Donc, elle mange trop salé. Et on sait très bien donc, que manger salé donc, il va augmenter la natriurése, et la natriurése va favoriser la calciurie, puisque l'absorption du calcium, elle est liée au sodium. Donc, quand on a une natriurése élevée, on aura automatiquement une hypercalciurie. La diurèse, donc, elle est faible. Le pH urinaire, il est à 5,8. La densité urinaire, elle est à 1030. Et quand on a une densité supérieure donc, à 1020 le matin, ça témoigne que notre patient lithiasique, en fait, il n'a pas une bonne répartition des boissons et que normalement, ce qu'on fait habituellement, on conseille aux patients de boire au moins 500 millilitres au coucher. Donc ça veut dire que la répartition, elle est mauvaise et qu'il y a une concentration des urines le soir. Et la créature urinaire, pourquoi on la demande en fait ? En fait, c'est pour valider le collecte des urines parce que le patient, donc normalement vous avez les formules 0,16 donc qu'on multiplie par le poids pour avoir la créature urinaire normale 0,2 pour l'homme. Donc nous 0,16 fois 4,25 ça fait 13 et quelques. Donc c'est qu'elle a bien collecté ses urines. Donc 1200 millilitres c'est bien sa diurèse. Donc elle n'a pas oublié de collecter. Si par exemple vous trouvez c'est à 26, c'est qu'elle a ramené non pas les urines de 24 heures, mais elle a ramené plus. Si c'est beaucoup moins que 13, bien sûr à 2-3 millimoles près, c'est pas grave, mais si c'était la moitié, c'est qu'elle n'a pas bien collecté ses urines et donc on ne pourrait pas interpréter aussi la calciurie, la natriurése, etc. Donc c'est important. Donc ça c'est le bilan de première intention et à la base de ce bilan, on va donc conseiller les patients ou passer à un deuxième bilan plus approfondi. Si par exemple on avait trouvé 2,8, enfin une calcémie élevée, on aurait donc demandé un bilan beaucoup plus approfondi. Donc, l'interprétation, je passe rapidement, c'est ce que je viens de dire, diurèse insuffisante, mal répartie, régime riche en sel, en purine et apport protidique élevé. Donc voilà les conseils donc ça vous permet de donner des conseils à votre patient qui a eu quand même un seul épisode lithiasique, mais qui a beaucoup d'erreurs qui vont favoriser la récidive de ce calcul. Donc je passe, ça c'est le tableau, comme ça vous allez avoir les valeurs normales par la suite pour vous. Pour le bilan approfondi, donc finalement c'est la même chose que le premier bilan, sauf qu'on va ajouter au niveau des urines la phosphaturie, le potassium urinaire, l'oxalurie, la magnésurie et la citraturie, si on peut la faire bien sûr. Au niveau sanguin, c'est la même chose que le bilan de première intention. On ajoute la phosphorémie, l'iono avec réserve, les protides. Donc ça c'est pour le bilan plus approfondi. Et sachez qu'on peut demander également tout ce qui est donc PTH, vitamine D, et c'est un couple exigé. À chaque fois que vous suspectez par exemple une hyperpara, il faut demander PTH avec vitamine D obligatoirement parce qu'on peut avoir des hyperparas secondaires, un déficit en vitamine D. La phosphorémie, donc je passe rapidement, avoir une hypophosphorémie dans un contexte de maladie lithiasique, par exemple avec des calculs à base de phosphate de calcium, ça peut orienter vers soit une hyperpara, soit une acidose tubulaire. Les bicards, avoir une acidose, c'est l'acidose donc tubulaire distale qu'il faut suspecter si c'est un enfant et donc héréditaire. Et si c'est un adulte, il y a les causes secondaires d'acidose tubulaire. Là aussi, le potassium, il est d'une importance capitale. Même principe, le magnésium aussi, ça témoigne vers les tubulopathies, ou bien quand on a aussi un faible apport en magnésium, c'est un inhibiteur de la cristallisation. Donc, si vous avez une hypomagnésémie en dehors des tubulopathies, etc., il faudrait donc encourager à apporter du magnésium. L'oxalurie quand on suspecte l'oxalose, la phosphaturie pour les tubulopathies et la citraturie, vous savez que c'est un inhibiteur de la cristallisation, donc avoir une hypocitraturie
ça nous oriente donc vers également un des mécanismes de la lithogénèse, mais également sachez quand vous avez quand même une citraturie très très effondrée qui est inférieure à 0,3, c'est surtout dans les acidoses tubulaires distales qui donnent beaucoup d'hypocitraturie, puis caliurèse et magnésurie. Donc, si on regarde notre patient, la vignette 2, on essaie d'interpréter. Je passe donc l'examen clinique, on l'a dit tout à l'heure, et voilà la biologie. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a cette hypercalcémie. Plusieurs hypothèses, donc on va se dire, une hyperparaprimaire est possible, une granulomatose, des causes médicamenteuses, intoxication à la vitamine D, etc., mais c'est éliminé par l'interrogatoire. Les sarcoïdoses, donc ça a été éliminé également par l'interrogatoire, mais on a demandé un scanner thoracique, c'était normal. L'hypercalcémie d'immobilisation, ce n'était pas le contexte. L'hypercalcémie familiale avec hypocalciurie, il n'y avait pas d'antécédents familiaux. Paranéoplasique, myélome, etc., le PP était normal. Donc, on regarde, on essaie d'interpréter ces bilans pour essayer d'avancer. Donc, en fait, il a quoi comme anomalie? On a dit une hypercalcémie. L'insuffisance rénale, c'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, puisque l'écho, il y a les calculs, mais qui ne sont pas obstructifs. Le rapport, il est dissocié, donc, et puis sous réhydratation, il a baissé sa créate. Donc, quoi d'autre comme anomalie? La kaliémie, il y a une hypokaliémie, hypophosphorémie, phosphatase alcaline élevée et une tendance à l'alcalose. Les bicars sont à 29 qu'on a recontrôlé par la suite et ils étaient à 31. Sur les urines de 24 heures, donc 2800, on a une calciurie à 4 millimoles par litre. Donc déjà par 24 heures fois 2,8, 11,2 par 24 heures. Pour un bois à 56, il ne devait pas dépasser 6 millimoles maximum. D'accord? Donc, on a une hypercalciurie de débit, mais également de concentration. L'acide urique, il est normal. L'urée était normal. Donc, la natriurèse, 156 millimoles par jour, donc 9 grammes de sel. Donc, il mange salé. La densité urinaire, je passe... La caliurèse, elle est élevée, donc c'est une hypokaliémie avec perte rénale de potassium. Et la phosphaturie, également, elle est élevée, supérieure à 35 millimoles par jour, qui est d'ailleurs 35, le seuil de cristallisation pour le phosphate. Donc, si on résume, on a comme anomalie une hypercalcémie, hypophosphorémie, phosphatase alcaline élevée, hypercalciurie et hyperphosphaturie. C'est quoi comme étiologie la plus probable compte tenant de l'âge? Donc, pour une tubulopathie héréditaire, ça ne paraît pas plausible. L'âge à 47 ans. Une hyperpara, premier diagnostic à évoquer devant ce tableau, c'est une hyperpara. L'insuffisance rénale, on a dit, elle est fonctionnelle, puisque les calculs donc, ne sont pas obstructifs. Et ça, c'est l'œil du néphrologue. On a une hypokaliémie avec alcalose métabolique. Tout ça pour vous dire que parfois, des simples calculs peuvent cacher quand même une maladie assez compliquée. Une hypokaliémie avec alcalose métabolique. HTH est un sujet jeune. Je vous rappelle qu'il a 47 ans, qu'il a une HTA depuis 7 ans non explorée. Donc, à partir, donc, il a développé son HTA à l'âge de 39-40 ans. Ce qui n'est pas du tout logique. On ne peut pas avoir une HTA essentielle à l'âge de 40 ans. Donc, c'est une HTA secondaire. Et ce patient, en fait, donc on a suspecté l'hyperaldo et le scanner, il a confirmé avec opfine nodule surrénalien droit, bien sûr, avec la présence des calculs. Et donc, encore une fois, on a donc complété par tout ce qui est exploration hormonale, je vous épargne ça. Et encore une fois, il faut aussi toujours raisonner, hyperparaprimaire avec adénome de cône, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les NEM, les néoplasies endocriniennes multiples. Donc, c'était un très beau cas. Et vous voyez comment il est passé par la cardiologie pour l'hypokaliémie, l'hypercalcémie avec les signes électriques, alors que c'est un tableau vraiment très riche. Donc, l'analyse, donc, parfois, donc, pour explorer des calculs, c'est ce que je voulais dire, on a le bilan métabolique qui va nous orienter vers telle ou telle pathologie.
Parfois, en fait, plutôt le calcul qui est récupéré, et c'est très important de récupérer le calcul. Donc là, je suis avec des urologues, à chaque fois que vous opérez les patients, il faut insister pour envoyer donc le calcul pour analyse, parce que la récupération du calcul nous permet d'avoir donc ce qu'on appelle, disons, l'arbre ici des calculs, pour justement faire la part des choses, parce qu'il y a des calculs qui sont calcium dépendants ou bien calcium indépendants. Mais aussi, parfois, l'analyse du calcul, elle nous ramène à un calcul spécifique, donc que ce soit un 2,8 APRT ou bien des calculs médicamenteux, de cystine, etc. Et donc, on va essayer de voir, et donc ça c'est important pour guider bien sûr le type de calcul, il va guider les explorations biologiques ultérieures, mais également le traitement, donc, puisque notre but c'est traiter les patients et aussi prévenir les récidives. Donc, je commençais par les calculs calcium dépendants à base d'oxalate, donc ça c'est les calculs d'oxalate de calcium, pardon. Et quand on a un calcul d'oxalate de calcium, les facteurs favorisant à ces calculs-là, et c'est ce qu'on doit chercher donc, quand on a un calcul d'oxalate de calcium, l'hypercalciurie, c'est la première cause, enfin le premier facteur pourvoyeur de ces calculs, suivi par la suite par l'hyperoxalurie, par la suite par l'hyperuricose dans 15 à 46% des cas, l'hypomagnésiurie, puisque c'est donc quand on a peu de magnésium dans les urines, avec un rapport calcium-magnésium qui est inférieur à 2, donc disons déséquilibré, ça va ça va favoriser la cristallisation. Et puis l'hypocitraturie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, bien sûr, pour chaque type de calcul, à part donc le bilan de première intention et en tenant compte des antécédents familiaux, calculs récidivants ou pas, on va demander tel ou tel bilan. Et donc, qu'on va voir donc dans ces calculs donc oxalate dépendants, quand on a une hypercalciurie, on a donc 3 cas de figure: normocalcémie avec une donc quand on a une hypercalciurie avec normocalcémie, soit on est dans l'hypercalciurie idiopathique, soit c'est un excès de vitamine D ou de sel, comme je l'ai dit tout à l'heure, les apports riches en sel, ça va favoriser l'hypercalciurie. L'excès de vitamine D, là aussi, en général, ça donne des hypercalciuries avec, dans certaines situations, avec une normocalcémie, dans certaines situations, avec une hypercalcémie. Donc, en général, l'excès de vitamine D, on le cherche facilement à l'interrogatoire. Et déjà, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une patiente qui prenait une ampoule de vitamine D par semaine de façon chronique, comme quoi c'est préventif. Et donc, au début, elle avait une hypercalciurie avec une normocalcémie, mais par la suite, elle a développé l'hypercalcémie. Les granulomateuses, c'est rare. En général, les granulomateuses, c'est avec hypercalcémie. Et il y a des formes d'hyperparaprimaire, c'est exceptionnel, mais qui sont normocalcémiques. Et là, c'est important à connaître. Si on a éliminé toutes les autres causes, il faut la chercher quand même par des tests tels que le test PAC. Je ne sais pas si ça a été dit ce matin avec M. Ayman. Donc, pour l'hypercalcémie avec hypercalciurie avec hypercalcémie, donc premier diagnostic, c'est l'hyperparaprimaire. Hypercalciurie, hypercalcémie, c'est l'hyperparaprimaire, l'excès de vitamine D et les granulomateuses, donc sarcoïdose surtout. Puis, sans oublier les autres causes, donc les cancers, l'hyperthyroïdie et l'immobilisation prolongée. Quand on a une hypercalciurie avec une normocalcémie et une acidose métabolique, donc ça c'est clair, c'est l'acidose donc tubulaire distale, que ce soit primaire ou secondaire. Donc, rapidement, je passe, je ne vais pas vous saouler avec le test de PAC, mais sachez quand vous avez une hypercalciurie avec une calcémie normale et vous suspectez l'hyperpara, c'est un test donc, de charge calcique qui est important et qui permet de faire le diagnostic. En fait, je ne rentre pas dans les détails, ça revient à mettre le patient 3 jours avec un jeûne calcique, donc sans apport calcique, et par la suite, elle lui donner une charge calcique. Donc, vous allez faire des explorations, calcémie, calciurie, PTH, avant et 2 heures après le test. Et en fait, la logique des choses, quand on va donner du calcium, on va inhiber la parathormone, d'accord? Et donc, donc, ça va baisser de 30% après le test de charge calcique. Si la PTH, la parathormone ne diminue pas, on est dans un contexte d'hyperpara normocalcique. Donc, ça permet de confirmer le diagnostic.
Pour la citraturie, je passe rapidement. En gros, ça se résume à dire que c'est un facteur lithogène qu'il faut chercher. Donc, c'est pour cette raison qu'il fait partie du bilan de première intention, mais également du bilan approfondi. Et c'est important par la suite pour le traitement. Et en plus, quand vous trouvez une hypocitraturie très effondrée, inférieure à 0,3, en général, c'est les acidoses tubulaires distales. Sinon, toutes les autres situations, ils peuvent favoriser une hypocitraturie, par exemple une diarrhée chronique, certains médicaments, par exemple les patients, on a eu une fois une patiente qui prenait du Diamox donc pour un glaucome. Aussi, il y a des patients BPCO chroniques pour baisser la capnie. Ils prennent donc le Diamox, qui est un inhibiteur de la l'hydrase carbonique, dont l'effet indésirable, c'est une acidose tubulaire distale, et donc ça donne une hypocitraturie très importante, et donc du coup, ça peut favoriser la formation de calculs. Donc, pensez chez les patients qui sont sous Diamox et qui développent des calculs. Pour l'autre rubrique, donc pour les calculs d'oxalate de calcium, ceux avec hyperoxalurie. Cette hyperoxalurie peut être d'origine alimentaire, et donc que ce soit un faible apport en calcium. Pourquoi le faible apport en calcium peut favoriser des lithiases oxalocalciques? Parce que normalement, l'oxalate, disons, il n'aime pas se trouver sous forme libre au niveau du tube digestif. Il est absorbé au niveau du tube digestif. Et donc, quand il est avec le calcium, il sera complexé et vous allez avoir donc un faible taux d'oxalémie, donc une faible oxalurie, enfin dans les normes. Quand on a un apport quasi absent en calcium, l'oxalate va se trouver sous forme libre et donc il va être réabsorbé de façon massive, d'où une hyperoxalurie donc alimentaire. Les excès d'apport d'oxalate, donc les grands buveurs de thé, de café, etc., et l'excès de vitamine C, puisque le vitamine C, il est métabolisé en oxalate, et on a eu donc des cas d'oxalose, enfin c'est décrit, pardon, des cas d'oxalose avec des calculs et par l'excès de vitamine C. D'ailleurs, je ne sais pas, docteur Mourad, si tu te rappelles, on avait une patiente greffée qui a pris du vitamine C pendant des années pendant la dialyse, qui a une oxalose secondaire, et en fait qui a fait une néphropathie cristalline qui a récidivé en post-greffe immédiat. Donc, c'est dû à l'excès d'oxalate entérique. Tout ce qui est résection du grêle, malabsorption, c'est le même principe, c'est l'absorption massive d'oxalate, puisque l'oxalate ça va se trouver donc entre guillemets seul dans les tubes digestifs. Primaire, donc ça c'est une maladie très invalidante. Sûrement vous avez eu des cas d'oxalose primaire par déficit génétique, et donc là ça prête pas à l'erreur. Souvent c'est des familles connues, en plus c'est des lithiases récidivantes, très radio-opaques, difficiles à traiter, que ce soit par lec, avec chirurgie, etc. Et donc ça c'est donc l'analyse du calcul et l'étude génétique ainsi que les dosages d'oxalurie permettent de le diagnostiquer. Donc en fait, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est juste pour vous, puisque je vais faire juste la partie, le bilan métabolique, donc je ne vais pas faire de partie de traitement, mais c'est juste pour vous dire que le bilan métabolique, il est important parce qu'il va guider justement le traitement. Et je prends l'exemple ici l'exemple ici de l'hypercalciurie. Quand c'est une hypercalciurie qui ne dépasse pas les 8 millimoles, en général, prescrire du citrate et traiter la cause, par exemple, si c'est une hyperpara, avec les règles hygiéno-diététiques, ça permet de régler l'affaire. Par contre, quand on a une hypercalciurie très importante qui dépasse les 8 millimoles, là, on est obligé de prescrire des diurétiques thiazidiques, puisque les diurétiques thiazidiques, ils vont augmenter la réabsorption et diminuer la calciurie. Donc, c'est un exemple pour dire que c'est important d'avoir ce bilan métabolique. Il va également guider le traitement au cas par cas selon ce qu'on a comme hypercalciurie, comme chiffre de calciurie, comme chiffre également par exemple pour l'hyperuricosurie. Quand c'est une hyperuricosurie isolée, là, c'est purinol 100 mg seulement, et quand c'est associé par exemple à une hyperuricémie, ça va être 300 mg par jour avec les autres traitements. Donc, deuxième cas de figure, les calculs de phosphate de calcium. Ces calculs de phosphate de calcium, donc ils peuvent être à base de carbatite, et donc là, quand c'est
associé comme facteur favorisant l'hypercalciurie ou bien un pH urinaire qui est supérieur à 6,5. Donc là, vous allez trouver conseil donc, avec hypercalciurie, donc ça c'est les tubulopathies ou bien l'hyperpara. pH urinaire là aussi, infection urinaire, les acidoses tubulaires, le diamox comme cause de calcul de carbatite. Et quand on a par contre une hypercalcémie, c'est l'hyperparathyroïdie primaire, donc des calculs de phosphate de calcium à base de carbatite. Avec hypercalcémie, c'est l'hyperpara comme seul diagnostic. L'autre type de calcul de phosphate de calcium, c'est les bruchites avec une hyperparathyroïdie et l'acidose tubulaire comme cause de ces calculs. Pour les calculs calcium indépendants, donc les calculs d'acide urique, de struvite ou bien de cystine, et donc là, pour les calculs d'acide urique, on aura soit une hyperuricosurie qui dépasse les 5 millimoles par jour, le pH urinaire bas et toujours le volume urinaire diminué, ça c'est un facteur favorisant pour tous les types de calculs. Donc là, selon ce type de calcul, donc on va demander tel ou tel bilan. Donc, mais ce qui est sûr, acide urique sanguin et urinaire avec l'autre bilan de première intention. Pour l'hyperuricosurie, donc il y a soit des médicaments uricosuriques et donc là, certains médicaments peuvent augmenter l'excrétion urinaire. Et là, par exemple, le losartan comme antihypertenseur, il baisse l'uricémie, certes, mais il augmente l'excrétion urinaire d'acide urique. Et donc, au long cours, on peut avoir des calculs d'acide urique. Pour également comme autre cause la surproduction d'urate et donc ça se voit que ce soit au cours des gouttes, l'excès alimentaire de purine, mais également ça on le sait très bien dans les syndromes de Leese, dans le traitement de certains lymphomes ou de syndromes myéloprolifératifs, que ce soit la néoplasie en elle-même ou bien en cours de traitement de chimiothérapie, on peut avoir des syndromes de Leese avec des hyperuricémies majeures et des hyperuricosuries, donc favorisant la formation des calculs. Certaines maladies héréditaires, l'uratone, ça c'est un transporteur au niveau du tube contourné proximal et qui favorise donc l'excrétion urinaire d'acide urique sans avoir donc d'hyperuricémie parce qu'en fait il n'y aura pas de réabsorption d'acide urique. Donc en général ce sont des familles où on aura beaucoup de calculs d'acide urique sans avoir une hyperuricémie et chez des patients qui sont jeunes. Les déficits enzymatiques, donc on ne voit pas ça chez les adultes, mais c'est l'apanage de la pédiatrie, avec donc le fameux syndrome par exemple de Leschnian où on a un déficit d'HGPT. Et donc là, ce sont des calculs d'acide urique chez des enfants avec des atteintes neurologiques. Donc nous, on ne les voit pas, mais c'est en pédiatrie donc, qu'on peut voir ça. Les calculs d'acide urique donc avec un pH urinaire bas. Donc, soit pourquoi donc, ces calculs se développent, soit parce qu'on a une baisse de l'excrétion urinaire d'aminium, et donc ça c'est l'insulinorésistance, la crise de goutte, mais également par exemple un des mécanismes de calcul d'acide urique au cours de la polykystose rénale autosomique dominante, c'est cette baisse d'excrétion urinaire d'ammonium qui favorise les calculs d'acide urique chez ces patients-là, soit l'augmentation de la production d'acide endogène, donc toujours l'insulinorésistance, le syndrome métabolique et les acidoses lactiques à l'effort. Et puis, sinon, l'augmentation d'apport en acide, c'est surtout les régimes riches en protéines. Et c'est pour cette raison, chez les patients lithiasiques, non seulement juste pour les abats et l'hyperuricémie qu'on contre-indique, enfin, qu'on évite les apports riches en protéines animales, mais parce que l'apport en protéines, ça modifie l'acidité urinaire et donc ça entraîne un apport d'acide très important, modifiant le pH urinaire. Et en plus, ça augmente la calciurie, donc deux facteurs favorisant la formation des calculs urinaires. Ou bien la perte de base, donc dans les diarrhées chroniques, donc on aura automatiquement une acidose métabolique avec un pH urinaire qui est bas, qui va donc favoriser ces calculs d'acide urique. Donc je passe, c'est pour dire la même chose. Pour les calculs d'urate d'ammonium, toujours dans les calculs à base d'acide urique, là c'est rare, mais ils sont surtout associés aux infections urinaires et dans les syndromes de malabsorption. Et donc ils se développent plutôt en pH non pas acide, plutôt en pH. Et ça, c'est important. C'est pour cette raison que j'ai mis ce tableau. Donc, toujours, je ne vais pas parler des traitements, mais c'est important de faire la part des choses avec l'analyse des calculs, parce que là, pour ces calculs-là, plutôt, on n'alcalise pas. C'est des calculs qui se forment en pH beaucoup plus que donc entre 6,5. Et donc, ce n'est pas un pH acide qui va favoriser la formation de ces calculs-là.
Donc, pour le pH urinaire, donc, qui fait partie du bilan de première et d'approfondi, donc c'est important parce qu'il nous oriente vers certains types de calculs, tels que les calculs d'acidurie qui se développent en milieu acide, mais également pour les acidoses tubulaires, par exemple, quand on a un pH permanent sur les urines de 24 heures qui est toujours supérieur à 6,5. Donc ça, c'est l'apanage de l'acidose tubulaire rénale distale qui donc dépend donc du pH urinaire qui est inapproprié au pH sanguin. Pour la cristallurie, je ne m'attarde pas, je pense déjà ça a été traité par M. Dodon, mais elle est importante pour le suivi. Donc, pourquoi elle est importante pour le diagnostic, pour le suivi, mais surtout parce que, regardez, quand on a cet aspect-là, ça nous oriente vers cet aspect de calcul de cristallurie en croix de Malte. Là, c'est clair, ça peut pas être, il n'y a que le déficit en 2,8 APRT qui peut donner ça. Quand vous avez cet aspect sur la cristallurie avec un calcul de densité qui rappelle celle de l'acide urique, donc là, c'est un déficit en 2,8 APRT et donc ça permet de demander les examens nécessaires. C'est un diagnostic biochimique par le dosage de l'activité intra-rétrocytaire de l'APRT et donc même pour le traitement, ça a des implications parce que ce sont des calculs qui ne se dissouent jamais comme les autres calculs d'acide urique en milieu alcalin. Ça nécessite boisson abondante et l'allopérinol, mais jamais d'alcalinisation. Ça donne rien du tout. C'est pas comme les autres calculs d'acide urique. Et c'est des calculs qui récidivent sur le greffon. Le seul moyen de prévenir, c'est l'allopérinol. Quand vous avez cet aspect, c'est des calculs de cystine et donc ça vous incite donc à demander la cystinurie et la chromatographie des acides aminés. Donc tout ça pour dire l'importance de chaque examen pour le diagnostic étiologique, mais également pour le traitement par la suite. Donc il me reste 3 diapos, donc je finis. Pour le suivi médical, clinique certes selon les points d'appel, mais également biologique, sanguin et urinaire sur les urines de 24 heures. En général, le premier contrôle quand vous entamez un traitement médical pour une maladie métabolique ou quelle que soit donc la cause du calcul, 8 à 12 semaines après instauration du traitement pharmacologique donc, ou les règles hygiéno-diététiques, toutes les 12 semaines jusqu'à normalisation. Par la suite, une fois par an, c'est suffisant. Également, donc, la cristallurie, elle est importante non seulement pour le diagnostic, mais par exemple pour tout ce qui est oxalose, cystine, le volume cristallin, il est très important et pour chaque pathologie, par exemple, je dis n'importe quoi pour la cystinurie supérieure à 3000 par microcube, si on dépasse ce seuil, un risque de récidive de la pathologie est très important. Donc la cristallurie, elle est très importante avec surtout le calcul du volume cristallin pour le suivi de certains types de calculs. Pour le suivi par imagerie, donc ça c'est les recommandations d'urologie. Donc, pour ceux qui n'ont, donc les stone free, donc c'est, alors là je vois pas très bien, mais je pense c'est pour avoir donc une marge de sécurité de 80%, c'est 2 ans. Et si on veut aller jusqu'à une marge de 2 ans à 3 ans, une marge de sécurité de 90%, donc c'est jusqu'à 5 ans. Et pour les patients avec donc des fragments résiduels, je m'excuse, mais j'ai du mal à voir d'ici. Donc quand c'est moins de 4 mm, c'est jusqu'à 4 ans, supérieur à 4 mm, donc jusqu'à peut-être s'il y a une donc, réintervention. Et pour les patients à haut risque, il veut dire les patients qui ont une maladie métabolique, donc c'est au moins 4 ans et même jusqu'à 10 ans pour les patients à très haut risque pour faire le suivi. Et ce suivi, comme vous le voyez là, donc imagerie 6, M6, M12, donc ça c'est pour les patients qui sont à faible risque, si je ne me trompe pas, j'ai du mal à voir. Hein. Et par la suite M36 jusqu'à M60. Et en fait, selon le risque, faible risque, haut risque, et selon qu'il y a ou pas des fragments résiduels. Donc, vous avez un rythme de surveillance. Cette surveillance sera faite par l'imagerie, donc, en fait, ce qu'ils disent X-ray, donc l'ASP
et ou échographie selon la nature du calcul et la préférence de l'urologue, du médecin, et le réserver plutôt le scanner à chaque fois qu'il y a soit une progression de la maladie ou des symptômes, ou bien avant la décision de la chirurgie pour éviter donc l'irradiation inutile des patients. Sinon, donc, je finis par conclure que c'est important, le bilan métabolique, il a une importance capitale, mais il faut toujours l'interpréter dans un contexte du patient, la clinique, l'interrogatoire, l'analyse du calcul, la radiologie, radio opaque, radio transparent, la densité, etc. Ça permet donc de déterminer, certes, le processus lutogène et de déterminer les facteurs favorisants, mais le bilan métabolique, il est aussi très important pour déterminer l'anomalie biologique donc responsable et de nous orienter vers une cause qui peut être génétique, héréditaire ou secondaire. Et ça permet non seulement de faire le diagnostic, mais de guider la prise en charge thérapeutique et d'éviter les récidives. Voilà. J'avais déjà préparé un autre cas clinique, mais je me suis dit, bon, ça dépendra du temps. Merci beaucoup, professeur Yaïch, pour la clarté de cette conférence. Je ne sais pas s'il y a des questions.